Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. À Thiès, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a arrêté tous les lotissements sur le site de Mbour 4. Des attributions irrégulières de ces dizaines, voire centaines d'hectares à des particuliers. Le chef de l'État a demandé aux services compétents de l'État d'être très fermes. Les échos du Dakar de Médina Gounass. Ce matin, nous évoquons les mesures de sécurité qui sont prises pour éviter tout risque d'incendie. Bonbonnes de gaz, culs en paille, baraques, tout est prohibé. Ce film de réalisateur Moussa Touré, 20 ans après, il met en exergue l'enrôlement des enfants soldats dans le conflit en RDC en 1996. Suivez le récit poignant dans ce journal. Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Le promoteur Gaston Mbengue est décédé hier à Dakar des suites d'une maladie. Son inhumation est prévue ce matin au cimetière musulman de Yoff. Visite inopinée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, sur les sites d'extension de Mbour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Le chef d'État a constaté l'attribution illégale de dizaines, voire centaines d'hectares à des particuliers, alors que les communes limitrophes comme Thiès et Kermoussa se retrouvent avec une part insignifiante. Tous les lotissements sont suspendus par le président de la République. Le chef de l'État a demandé aux services compétents de l'État d'être très fermes sur ces irrégularités. Le compte-rendu avec Omar Nienga. Faire comprendre la mesure de suspension des procédures domaniales et foncières, c'est le mobile de cette visite inopinée du chef de l'État sur les sites d'extension de Mbour 4 et la nouvelle ville de Thiès. Entouré des autorités locales et administratives, le président Bassirou Diomaye Faye constate les dégâts avec les services de l'urbanisme et des domaines. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Mbour 4, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan, vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez grandes superficies? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant, les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur. Ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thiès, on a mis à sa disposition combien de parcelles? 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur? Un hectare, c'est environ 45-30 parcelles. Parce que ça, on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares? 3 hectares. 3 hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là qu'à la ville de Thiès, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'à un seul individu, on donne 13 hectares par exemple, c'est arrivé. Merci. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares. 73 ici même. Donc, là, des 5 hectares. Parfois, à des citoyens aussi. 20 hectares. Pour la même personne. 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités notoires qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Kermoussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Kermoussa. Que la commune de Kermoussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Kermoussa.
Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribués se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale, c'est le sens de la démarche. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les services compétents à rester fermes sur les décisions concernant les sites visés. Voilà, c'était la visite inopinée à Mbourkat, à Thiès, du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. 1er mai, le cahier des doléances des centrales syndicales remis au président de la République. Le chef de l'État appelle les partenaires sociaux et les employeurs à privilégier la concertation et à instaurer un dialogue constant. Aboubakry Kane. La célébration du 1er mai rappelle les batailles du passé pour les droits des travailleurs. Elle consacre aussi des concertations sur les revendications actuelles. La remise des cahiers de doléances des représentants des travailleurs au président de la République est une tradition républicaine. Un moment solennel pour des échanges sur les grands défis dans le monde du travail. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. C'est donc dans un contexte de transformation systémique, en profondeur et assumée, qu'est célébrée la fête du travail cette année. En termes d'attente, le mouvement syndical dans son ensemble nourrit beaucoup d'espoir sur l'action gouvernementale. Votre appel à la réconciliation nationale, la reddition des comptes, à des audits, à l'exploitation judicieuse des rapports des corps de contrôle de notre pays, ainsi que la baisse annoncée du coût de la vie, suscite un immense espoir. Excellence, nous avons bon espoir que les politiques publiques que vous allez élaborer seront orientées vers la demande sociale. En tout cas, c'est cet espoir que le peuple porte sur vous. Pour les entreprises de presse, les efforts consentis dans l'écosystème des médias ont été salués, non sans décliner les fortes préoccupations partagées du secteur. Notre pays ne dispose toujours pas d'une loi d'accès à l'information, pourtant programmée depuis 10 ans, d'une nouvelle loi sur la publicité, l'actuelle datant de plus de 40 ans, et surtout le Sénégal refuse de se doter d'un mécanisme de contrôle effectif des entreprises de presse, ce qui se traduit par la précarité organisée dont sont victimes les jeunes reporters et techniciens de l'information et de la communication.
Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aux différents syndicats sa bonne disposition à un dialogue ouvert, sincère et constructif pour une stabilité sociale indispensable à tout développement. Au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de prospective? La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Cette première rencontre tripartite entre le président Diomaye Faye, les syndicats et le patronat jette ainsi les bases d'une paix sociale durable dans le monde du travail. Le chef de l'État invite les uns et les autres à privilégier le dialogue et la concertation en tout temps et en tout lieu. Voilà, donc c'était la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales du 1er mai au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. On l'a vu, le 1er mai est un moment important pour célébrer le travail, cette activité confère sécurité sociale et dignité. À moins d'être en rentier, personne ne devrait croiser les doigts. Pourtant, il y a des adeptes du tok muy dox, c'est-à-dire vivre bien sans rien faire. Mais ce temps est sans doute bientôt fini. Travaillez, prenez de la peine. C'est une chronique signée Oumar Diao. Comment traduire tok muy dox? Les Sénégalais, souvent très inspirés, ont forgé ce groupe de mots voulant dire littéralement s'asseoir et voir les choses marcher seules. Une drôle de conception. Ne fournir aucun effort, se tourner les pouces sans aucun souci, parce que tout baigne. C'est tout de même étonnant de facilité. Les petits privilégiés profitant d'une telle situation pensent-ils à ces innombrables braves, bavant, brûlant au soleil et payant la dîme étatique? Ce qui les fait vivre provient tout de même de quelque part. C'est bien le labeur et la sueur de gorgorlou obligés de trimer qui fait pousser leur bedaine pleine, si ce ne sont pas des activités illicites. On n'est pas loin d'une autre formule populaire, le singe cultive et le gros chimpanzé s'empiffre. Depuis combien de temps de tels comportements parasites existent-ils? Qui sont ces beaux messieurs et ces femmes élégantes qui, sans avoir de revenus justifiables, flambent à tout va? Ils friment, logent et s'habillent classe, conduisent de chic bagnoles, ont des comptes au vert foncé et se payent des vacances en première sans vraiment bourse déliée. C'est paradoxal et inquiétant que de voir des individus sans travail connu ni qualification reconnue vivre comme des pachas et même toiser leur monde. Il ne s'agit là sans doute que d'un des marqueurs du système qu'il faut défaire pour construire un ensemble plus équitable, d'où seraient exclus les turiféraires au discours épidictique. En physique, pour qu'une chose marche, il faut une force, des ressources. Dans ce cas-ci, ce sont les maigres fonds publics qui constituent le carburant du moteur de farniente. Rompre avec les prébendes est aujourd'hui une urgence, une exigence pour bon nombre de nos concitoyens épuisés de tirer la queue du diable. Le temps de la sinécure est révolu, du moins nous l'a-t-on promis. Le pays de cocagne et l'État-providence sont une grosse utopie, même avec des hydrocarbures. Travaillez et prenez de la peine. Autre chose, dans ce journal, la ville de Touba a connu de longues coupures d'électricité durant ce week-end, donc du 27 au 28 avril. Une situation qui est due à des travaux de raccordement entre les deux postes Touba 1 et Touba 2. Cela va permettre de renforcer la capacité de distribution en électricité dans la ville sainte pour mieux préparer le Magal de Touba cette année qui est prévu au mois d'août. Philomène Constance Diagne. Pendant 2 jours, les populations de Touba ont été affectées par des coupures de longue durée entre 8h et 17h. Pour cause des travaux à la centrale électrique de Ngabo, des raccordements devaient être faits entre les deux postes Touba 1 et Touba 2. Senelec a initié le projet Touba 2 qui va permettre
d'avoir un deuxième poste qui sera un secours pour le poste Touba 1. Donc ce poste a une capacité de 2 fois 80 MVA. Donc le poste entre dans le cadre du projet Boucle du Ferlo. Donc ce poste va permettre d'assurer la disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité pour la ville sainte de Touba et environ. D'une capacité de 225 000 volts, Touba 2 vient renforcer le premier poste doté déjà de 3 transformateurs de 80 MVA, ce qui permettra à la ville sainte d'éviter des coupures, surtout lors du Magal. Lors de ces travaux de raccordement du poste Touba 2, la semaine passée, les 27 et 28, donc il a fallu faire des coupures qui ont duré de 8h à 17h. Et en même temps, lors de ces coupures, on devait faire la maintenance et l'entretien du poste Touba 1 à l'approche du Grand Magal de Touba. L'entretien devait se faire sur les disjoncteurs et sur les relais de protection et en même temps sur les équipements vétustes du poste à changer. Donc ces coupures ont impacté presque une bonne partie de la ville de Touba. Donc nous nous en excusons encore pour les désagréments causés lors de ces travaux les samedis et dimanches passés. Touba arrive en deuxième position après Dakar en termes de consommation d'électricité. Ses habitants vont pouvoir rester plus dans la lumière avec ces 2 postes inclus dans le projet Boucle de Ferlo. Plusieurs dégâts après l'incendie qui s'est déclaré dans le studio principal de Walfadjri. Pas de perte en vie humaine, mais des installations en ruine complètement consumées. Depuis hier soir, donc avant-hier soir plutôt à 21h, la chaîne de télé n'a pu émettre. Fatoumata Savané. Des murs encore fumants. Les stigmates de l'intensité des flammes dévastatrices sont visibles. Le feu s'est déclaré vers les coups de 20h. Les studios de Walf sont consumés. L'incendie s'est propagé de manière fulgurante. Nous avons été alertés à 20h23 pour un feu de studio au niveau de la radio Walfadjri. À 20h29, on avait les premiers éléments sur les lieux et il s'agissait d'un feu au niveau du studio d'enregistrement de cette structure et on a procédé aux premières opérations d'extinction. Donc présentement, le feu est éteint et on est à la phase déblai-dégarnissage. Donc c'est une phase qui va prendre un peu de temps parce qu'on a du matériel facilement inflammable qui est présent dans ce local. Et il est à signaler qu'on a eu quand même d'autres difficultés, notamment l'accessibilité du local. Et on a été obligé de créer une trouée au niveau du mur pour pouvoir accéder à l'intérieur du local. Les autorités se sont déplacées pour constater les dégâts et apporter leur soutien au groupe Walfadjri et à ses travailleurs. Donc je tenais à, en tout cas, apporter toute notre compassion, tout notre soutien, toute notre solidarité à la maison de Walfadjri à travers son directeur et le président. Comme le père fondateur, M. Sidi Lamine Niasse, l'a toujours fait pour le peuple sénégalais, qui nous a inculqué des valeurs d'humanistes, des valeurs humaines. C'est les raisons pour lesquelles nous avons tenu en tout cas à être là pour partager cette peine à toute l'équipe de Walfadjri et de leur dire que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal à travers ma personne, sera en tout cas là pour accompagner du mieux qu'il peut, Inch'Allah. Le PDG du groupe Walfadjri estime les dégâts matériels à des millions. Cependant, Cheikh Niasse rassure sur la mission de son média à continuer à œuvrer aux côtés des Sénégalais. waaw jafe-jafe yi nag am na moo ngi fi studio bi nga xamante ne moom moo tàkk tey fan yi ay weer yi passé rek la ñu investir ay millions pour élection yi nga xamante ne wax. Le studio qui a subi le plus de dégâts, c'est celui qui a été récemment rénové pour les besoins de la présidentielle. Et heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Cela peut se remplacer. On a foi en vous et on continuera à servir les Sénégalais. Alhamdulillah. Donc di leen wax rek ne que ñoo ngi fii am nañ yaakaar si yéen te incha allah mission bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo ngi xaar si loolu dinañ ko mat si mu mat sëkk incha allah. Au lendemain de l'incendie, le studio principal du média de Khar Yalla est sous les décombres. Caméras,
matériels de la régie sont désormais des carcasses noircies par les flammes. Et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et puis nous partons à Kaolack pour parler de la question de l'eau, la gestion de l'eau qui est plutôt au centre des échanges sur le projet d'amélioration des écosystèmes de résilience et des emplois tenus par Caritas Sénégal à travers le diocèse de Kaolack. C'est pour l'horizon 2026. Claire Diop. La rencontre se veut une tribune d'échange, de partage, de sensibilisation sur l'expérience vécue par rapport à l'accès à l'eau, la qualité aussi, la quantité. La problématique est au cœur des préoccupations. L'eau, une ressource qui pose encore problème ici à Kaolack. Depuis 1970, Caritas Sénégal s'est engagé auprès des populations dans le besoin, avec à son actif plus de 1200 ouvrages hydrauliques réalisés dans le seul but d'améliorer les conditions de vie. Que Caritas s'exprime autour de la problématique de l'eau, c'est tout à fait normal. Nous avons acquis cette légitimité au regard de l'engagement soutenu que nous avons eu en mettant énormément d'ouvrages hydrauliques pour venir à bout des demandes des populations. Nous continuerons à être fidèles à cette vocation, mais nous allons également chercher avec les populations et les acteurs de la société civile à pouvoir influencer les politiques publiques pour que la fourniture de l'eau en qualité, en quantité suffisante, son accessibilité en termes de prix abordables, que ce soit pour l'eau de boisson tout comme pour l'eau productive, que tout cela soit rendu effectif. La dynamique est forte. Caritas a mis en place la plateforme nationale de l'eau. Tout un dispositif est déployé. En matière d'eau, on ne cherche pas loin. Quand les besoins sont là, il n'y a que deux possibilités. Ou bien c'est satisfait ou bien c'est pas satisfait. Lorsque les populations ont accès à de l'eau en quantité et en qualité, ça se remarque, ça se vit, c'est un vécu. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a des débats, c'est vraiment une question ponctuelle et une question qui permet aujourd'hui d'améliorer de manière significative les conditions de vie. Et n'oubliez pas que l'eau, ce n'est pas seulement la boisson, c'est aussi les activités économiques. Aujourd'hui, la population sénégalaise est à peu près à 60% dans la zone rurale, donc se nourrit d'agriculture ou d'activités connexes à l'agriculture. Or, qui dit agriculture ou activités connexes à l'agriculture parle forcément d'eau. Donc l'importance de l'eau dans la vie de la nation sénégalaise n'est plus aujourd'hui à démontrer. L'accès à l'eau, un intrant déterminant pour impulser un développement local durable, notamment dans le monde rural. Cet encadrement nous a permis à réaliser beaucoup d'efforts en matière de l'eau, surtout dans le domaine du maraîchage. En ce temps-là, même on disait Ngodiba avait un autre nom qu'on appelait Ngodiba Ndiakatou. Parce que tous les légumes qu'on mangeait dans le département de Kaffrine venaient du forage de Ngodiba. La problématique de Flesseau ces temps-ci, bon, depuis le mois de mai passé, Ngodiba n'avait plus d'eau. Et il y avait le maraîchage. Les femmes avaient investi dans le maraîchage pour pouvoir récolter, mais en fin de compte, l'eau avait arrêté. Et les champs ont tari. Qu'est-ce qui est dû à ça? Par manque d'eau. Et les champs ont séché. Le diocèse de Kaolack, c'est plus de 60 forages, environ 250 puits forêts, une centaine de périmètres maraîchers, avec tout le dispositif hydraulique équipé de solaire, une gestion durable de l'eau de pluie, entre autres projets déroulés. Les participants ont interpellé les autorités sur le prix élevé de l'eau, aussi le contenu de la réforme, objet de beaucoup d'inquiétudes. Au Dakar de Medina Gounass, les autorités prennent des mesures pour éviter tout risque d'incendie qui peut être causé par les habitations de fortune, les baraques ou bien les huttes en paille. L'utilisation des bonbons de gaz est également prohibée. Tidiane Sissé. Dans ce restaurant à ciel ouvert ou comme partout dans le Dakar, ce sont les hommes qui font la cuisine. Au menu de ces deux cuisiniers aujourd'hui, le mafé et le plat national du Sénégal, le tchéboudienne.
Ici, ce sont les hommes qui font tout. Ce sont eux qui préparent le déjeuner, le dîner et le petit déjeuner. On s'est donné des surnoms. Il y a Aïda, Fatou, c'est moi que l'on appelle Soukena. Que ce soit le nettoyage, la lessive, la cuisine, ici les travaux domestiques sont exécutés par les hommes. Car durant les 10 jours de cette retraite spirituelle, les femmes ne sont pas autorisées à venir au Dakar. Résultat, partout dans le site, ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Moi, je viens de Gossas. Je suis venu ici en tant que pèlerin, mais aussi pour travailler et avoir de l'argent. Non, gaz, interdit quoi. Nous n'utilisons pas de gaz car avant de venir ici, j'ai appris à la radio que leur utilisation était interdite dans le site du Dakar, que c'était dangereux pour la sécurité des pèlerins. Même en préparant, il y a toujours de l'eau à côté en cas de vent. Ce vendeur de café Touba est à son premier Dakar. Il fait partie de ceux qui ont appris à la radio que les bonbons de gaz sont interdites au Dakar de Médina Gounass. C'est pourquoi il a très tôt pris cette disposition. C'est vrai qu'avant de venir ici, j'ai appris que c'était interdit d'utiliser les bonbons de gaz au Dakar. Personnellement, je crois que ce soit le gaz, le charbon ou le bois, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai acheté ce réchaud pour préparer mon café. Quand on décide d'aller chez autrui, il faut respecter les règles, ou sinon on reste chez soi. lu tax ñu duñu utiliser gaz ci walum togg bi dañuy jéema éviter manam ci walum taal bi. Nous n'utilisons pas les bonbons de gaz. Nous voulons éviter d'être à l'origine de feux dans le Dakar, comme ce qui s'est passé il y a quelques années. Que Dieu nous en préserve. Car avec le gaz, les risques sont énormes. C'est pourquoi nous préférons cuisiner avec le bois. Té loolu lañuy éviter motax ñuy jéema jël def li rek comme habitude la. Ñun li lañu fekk manam suñu cosaan la. Malgré les restrictions concernant l'utilisation de ces bonbons de gaz, la gendarmerie a procédé à la saisie d'une dizaine de bouteilles de gaz dans le site du Dakar. Oh, donc ce sont les échos du Dakar de Médina Gounass. 20 ans après, c'est le titre du film documentaire réalisé par Moussa Touré. Il revient sur l'enrôlement des enfants soldats dans le conflit en RDC en 1996. Le film a été projeté ce week-end au cinéma Pathé. Retour sur le récit poignant avec Oumou Kalsoum Sall. 20 ans après, ou le récit d'une tragédie. Dans ce film documentaire, Moussa Touré nous replonge dans l'incroyable histoire d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Des enfants engagés dans la guerre qui a déchiré ce pays. J'étais quelque part là-bas pour donner des cours. Vous savez, en Afrique, on me demande très souvent de venir donner des cours de cinéma. Et surtout sur la réalisation. Et j'étais allé. Et puis il y a une dame qui a été au courant que j'étais là. Elle travaille à la MONUSCO. Donc c'était son travail, c'était de voir les rebelles, hein, les chefs de guerre, de récupérer les enfants soldats qui étaient avec les chefs de guerre. Elle m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas nous faire un petit film? J'ai dit, à une condition. Je fais un film mais pour vous, mais j'en fais un autre pour moi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc en faisant les films sur les enfants soldats, et je pense 3 mois après, j'ai rencontré cette femme. Et donc j'ai changé de voix. J'étais avec une adulte, mais qui était une enfant. C'est comme ça que c'est né ce projet. Et cette femme, c'est Francine, qui il y a plus de 20 ans, alors qu'elle n'avait que 12 ans, a été recrutée pour le prix de 50 000 francs CFA par mois. Dans son récit poignant, transparaît innocence et courage. Francine raconte comment elle a frôlé à maintes reprises la mort. Moi, mes projets naissent avec l'écoute. L'écoute et le regard. Parce que moi, je n'ai pas de scénario hein, dans mes films. C'est l'écoute et le regard qui font. Donc, je ne dors plus. C'est-à-dire, quand j'ai des sujets comme ça, quand je suis sur un état de fête comme ça, moi, je ne dors plus. Je suis un être sensible. Mais vraiment, je pleure quand on me raconte des histoires comme ça. Ce déchirement-là qui m'arrive quand je vois tout de suite une personne qui a une histoire telle que Francine, avant même de la filmer.
Le sujet est rare dans les productions cinématographiques, une problématique pas souvent abordée, ce qui fait la particularité de cette thématique. Les mots sont forts, les mots peuvent être terribles. Par contre, les silences peuvent être aussi terribles, on le sait très bien. Moussa, ce qui fait la force de Moussa dans un tel film, c'est que c'est sa pudeur, la douceur quand il montre et quand il parle les choses. À la violence, on peut filmer avec violence, on peut filmer avec hargne, on peut faire de la désinformation, on peut être extrêmement dur et on ne montre pas toujours la vérité. Lui, il a laissé les images couler. C'est sa tendresse qu'il a. C'est un sujet qui fait mal, c'est un sujet qui trouble, et c'est un sujet auquel on ne croit pas. Quand on vit dans un autre monde, on se dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Je crois qu'on ferme les yeux un peu sur ces... Malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il fut un temps, on en a beaucoup parlé au moment de 20 ans en arrière. Mais des auteurs ont écrit autour, mais aujourd'hui, on a tendance à oublier alors que c'est pas fini. Et je pense que notre devoir d'artiste, tel que le fait Moussa Touré, c'est d'ouvrir, de nous aider à ouvrir les yeux sur ça et de prendre conscience de ce qui se passe. Et Moussa Touré d'interpeller tous. Je m'adresse à tout le monde. C'est même pas à l'Afrique que parce que vous savez, dans les dessous de cette souffrance-là, si on va très loin, on se rend compte qu'il y a des armes. Les armes viennent d'où, des tas de trucs. Je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas juste à l'Afrique, je m'adresse à l'humain. Je m'adresse à l'humain dans la généralité. C'est l'humain que je m'adresse, à qui je m'adresse. Dans ce film documentaire de 64 minutes, sorti en 2022, Moussa Touré magnifie aussi la résilience de Francine dans son difficile retour à la vie civile. Puis nécrologie, le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Gaston Mbengue est décédé hier à Dakar des suites d'une longue maladie. Le promoteur de lutte a beaucoup contribué au rayonnement de ce sport bien de chez nous. Gaston Mbengue, c'est plus de 30 ans au service de la lutte sénégalaise. Ibrahima Mboup. Salif Mbengue rek ñu koy wooyee Gaston. Une perte immense pour la lutte sénégalaise. Ce sport traditionnel était sa passion. Gaston Mbengue a organisé son premier combat en 1990 avec Maguette Diouf, président de l'ASAC Ndiambour à l'époque, pour trouver des fonds au bénéfice du club lougatois. Après cette expérience, Gaston Mbengue met en place Gaston Productions en 1992, une structure spécialisée dans l'événementiel qui chapeaute l'organisation des grandes affiches. Tous les grands ténors de l'arène sénégalaise ont bénéficié des cachets de Gaston Mbengue, souvent à coups de millions, avec le soutien de grands sponsors, des combats hyper médiatisés grâce à la magie de la télévision. En tant que promoteur, il a toujours voulu que les lutteurs vivent de leur art et jouissent d'un statut social respectable. Il savait aussi dénicher des jeunes talents. C'est dans ce cadre qu'il a innové avec le CLAF, championnat de lutte avec frappe en 2005. C'est ce tournoi qui a révélé les Balla Gaye 2, Modulo, Tapha Tine, Zos, Bathie Seras, Issa Pouye, Lac de Guerre et tant d'autres. Gaston Mbengue, ce n'est pas seulement la lutte. Il était aussi un dirigeant de football, président de son club de cœur, le Ndiambour de Louga, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Il était un self-made man, un homme taquin, avec un bon relationnel proche des médias, qui avait le courage de ses idées. Il quitte la scène après avoir rendu un grand service à la lutte sénégalaise. Le Don King de l'arène a livré son dernier combat contre la maladie, un adversaire souvent coriace et difficile à cerner. Que la terre de Yoff lui soit légère. Voilà, merci Ibrahima Mboup. L'inhumation de Gaston Mbengue est prévue donc en fin de matinée au cimetière musulman de Yoff. La RTS présente toutes ses condoléances sincères à sa famille, au monde de la lutte et au monde du sport en général. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais je vous retrouve dans quelques instants pour la partie Wolof.